Amis du 7e art, bonsoir. Je ne veux pas vous alarmer, mais là, actuellement, en ce moment-ci où je vous parle, vous avez la tête sous l'eau. C'est pour ça que vous voyez des bulles d'air s'échapper de votre œsophage, tandis que des sous-titres que vous n'êtes pas censé pouvoir entendre sont en train de s'afficher en bas de l'écran, afin de vous permettre de comprendre précisément dans quelle situation émotionnelle on veut que vous êtes. Et dans cette simulation émotionnelle, ce petit moment de réalité que je tire de mon becquerel, nous savons certainement ceci, c'est que vous êtes dans un nouveau jeu vidéo, et que ce nouveau jeu vidéo commence toujours par une terrible récompense pour la volonté que vous avez eue de vous acheter un nouveau jeu vidéo. C'est bien entendu de vous présenter une séquence de torture particulièrement bien réalisée, ou ici, par exemple, des Anglais particulièrement bien réalisés, mais qui sont cependant vraiment laids, ont décidé de vous torturer et de vous demander, mais est-ce que t'en as assez? Est-ce que tu sais ce que t'as fait? Est-ce que t'en as assez? Est-ce que tu sais ce que t'as fait, mec? Est-ce que tu sais ce que t'as fait? Est-ce que t'en as assez? Et c'est précisément ça, ce type de réflexion qui nous mène à réfléchir à ce moment de création vidéoludique qui se voudrait cinématographique, c'est-à-dire The Order 1886, que je vais vous présenter dans cette émission-ci, qui, comme vous le savez, est une émission de critique vidéoludique venue de Belgique, mais pas n'importe quelle émission de critique vidéoludique venue de Belgique, car ceci s'intitule, je vous le rappelle, Critique cruelle. Je vous invite maintenant, avec les pouvoirs qui me sont conférés par l'État de New York, à regarder cette séquence-ci, à vous demander si c'est une séquence de gameplay ou si c'est une cinématique. Et évidemment, c'était une question piège, car c'est tout autant une séquence de cinématique qu'une séquence de gameplay, car The Order 1886 prétend être autant un jeu vidéo qu'il est un film, ce qui revient plus ou moins à dire que un morceau de zinc est aussi un délicieux drink à la limonade. Ça montre une certaine incompréhension des choses, car il ne suffit pas de rajouter un petit quick time event de temps à autre sur une cinématique magnifiquement réalisée pour en faire un grand moment de gameplay. Et ça, vous l'aurez certainement compris si vous avez joué à ce jeu-ci. Regardez-moi ces jolis petits pieds, regardez-moi ces jolis petits souliers. On a certainement la technologie, nos jours on peut faire ce que l'on veut avec la technique, mais c'est pas parce que le jeu vidéo et le cinéma ont des points qui se touchent, qui sont des points techniques, qu'il suffit de mettre des pipes dans un jeu et de vous donner la possibilité de les tourner avec le stick analogique gauche qui fait tourner votre poignet de manière incroyablement interlope. Vous avez donc ici la possibilité de vous dire que ceci n'est pas une pipe. Non, mais c'est bien la représentation d'une pipe, mais c'est aussi l'un des plus grands moments de remplissage de l'histoire de la question vidéoludique, car dans ce jeu-ci, vous jouez un type qui s'appelle Sir Galahad. Il s'appelle Sir Galahad parce qu'il y a des titres de chevaliers de la table ronde qui sont transmis de génération en génération. Or, ça c'est votre pote, c'est Simili Charlton Heston, et ça c'est vous êtes le faux Christopher Lee du pauvre, et ça c'est un type, c'est le marquis de Lafayette, car tous les Français sont des marquis, bien entendu, et ils viennent tous de Lafayette. Je ne sais pas où c'est, mais ça a l'air charmant. C'est un nom qui est fait très coquette. Nous avons donc ici un endroit terriblement bien réalisé. On vous explique que décidément, nous sommes des chevaliers de la table ronde. Depuis des siècles, nous nous battons contre les lycanthropes et les méchants qui sont des hommes bêtes, et qu'ils sont très bêtes parce qu'ils sont des hommes, mais qu'ils sont aussi des bêtes, donc ils sont très très dangereux. Et voyez-vous, nous sommes immortels, mais pas vraiment, un peu comme dans Highlander, sauf que nous, on est immortels parce qu'on peut boire du sang qui est dans une fiole en argent, et que donc alors on récupère tous nos points de vie si jamais on est battu dans une des rares séquences de gameplay du jeu. Et alors ici, il se passe tout d'un coup quelque chose. Oh non, on va ouvrir une boîte avec un couteau. Là, je fais encore absolument rien. J'ai rien fait d'autre qu'appuyer sur X et triangle tout à l'heure. Il s'est rien passé. J'ai rien fait là. Je suis totalement en train de... Oh, regardez un objet. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, évidemment, on va le faire tourner avec le stick analogique gauche. Comme ça, notre poignet tourne et la machine magnifique prend la lumière. Il n'y a pas de trucs cachés. Il n'y a pas des petits trucs écrits dessus que je dois savoir ce que c'est. Non, c'est simplement ceci. Donc, voilà. C'est un jeu qui est fait par Radiat Dawn et Sony Computer Entertainment Santa Monica, et c'est publié par Sony Computer Entertainment, ce qui est assez logique, sur PlayStation 4 en 2015. C'est dirigé par Rou Veraisuria, le patron de la compagnie Radiat Dawn, qui était autrefois spécialisé dans le très joli jeu sur PSP. Il est aidé dans tout ça par Dana Jan, un graphiste devenu designer, surtout connu pour avoir dirigé Ghost of Sparta. Il est ici Game Director. Il est aidé dans tout ça par Matt Powers, qui est sans doute le frère d'Austin, et 4 autres personnes qui ont eu la terrible idée de mettre des séquences où vous pouvez ouvrir une porte
porte avec un jump pneumatique et que vous devez tourner le truc et que voilà, décidément c'est super. Et maintenant on arrive dans le gameplay, il est enfin temps et il va se passer des trucs intrigants. Vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est un mélange de The Last of Us et d'Uncharted 2 avec 2 heures de gameplay pour à peu près 6 heures qui vous sont vendues 60€ et que ce sont des séquences de gameplay qui fonctionnent très bien. Je veux dire, les séquences de fausses plateformes à la con sont nulles, mais les moments où on tire sur des gens sont magnifiquement réalisés et certainement c'est avec des armes intéressantes. C'est bizarrement un jeu qui me rappelle Resistance. Vous vous souvenez, Resistance, le jeu de lancement de la PlayStation 3 que les gens ils l'aimaient pas parce que ce n'était pas Gears of War et que cette fois-ci ils ont compris. On va faire le jeu le plus beau possible et on en a rien à foutre, seulement parfois, bang, petit headshot qui déchire. Et on a la possibilité de jouer à ce jeu où tout le monde a des magnifiques favoris, des charmantes rouflaquettes et où on se demande si les gens sont des vampires, mais en fait ils ne sont pas des vampires, ce qui n'empêche quand même pas qu'ils vivent depuis des siècles et des siècles et qu'ils se battent contre des lycanthropes, donc ce n'est pas Underworld du tout. Dans un incroyable futur qui se trouve être le passé, qui est en fait l'époque victorienne, qui se passe en 1886. Et vous savez comment la suite s'appellera? The Order 1887. Je suis presque prêt à mettre absolument rien sur la table, mais cependant, je suis prêt à parier que ce serait le cas, ça va s'appeler comme ça. Alors, le jeu est scénarisé par Kirk Ellis. Ils n'ont pas beaucoup de chance parce que c'était à la base un réalisateur dans les années 80, mais il est maintenant spécialisé dans les scénarios de séries télé, et sans grand succès d'ailleurs. C'est un type, il est connu. Le truc qu'il a écrit de mieux ces 30 dernières années, c'est 2 épisodes de Son of Anarchy. Ce qui n'est pas grave, hein, mais bon, voilà. Et alors on dit c'est un jeu qui est court, est-ce que ça vaut le coup? D'une certaine manière c'est une expérience à vivre. C'est très bizarre de voir ce que le jeu vidéo est en train de devenir quand il essaie de ne plus être un jeu vidéo mais de bel et bien être un film. Et ce n'est pas inintéressant comme expérience à vivre, mais ce n'est pas réellement un grand moment de gameplay car le jeu qui vous est proposé ici, qui est entre l'art des cinématiques et que regardez, voilà, c'est un objet, il est particulièrement brillant, donc soyez étonnés, c'est pas du remplissage non plus. Sachez ceci, c'est au mieux une bonne copie d'Uncharted 2 et pas beaucoup plus. L'univers qui vous est proposé est assez bateau, c'est pas exactement le genre de choses dont on peut dire grand chose, si ce n'est que soit vous l'aimerez parce que vous aimez la série Underworld, soit vous ne l'aimerez pas parce que vous n'aimez pas la série Underworld, et que voilà, il y a des magnifiques musiques de Jason Graves, c'est un jeu relativement sympathique, mais c'est un jeu qui dure 6 heures. Alors je vais citer le créateur du titre qui s'appelle, je vous le rappelle, Ru Verasuria, et qui dit qu'il a joué à des jeux de 2 heures qui étaient meilleurs que ceux qui en duraient 16. Et ça c'est vrai, je suis d'accord avec lui. C'est une réalité, ça c'est lui qui le dit. La durée de gameplay ne m'importe qu'en relation avec la qualité de celui-ci. Comme un film. Un film de 3 heures n'est pas forcément meilleur. Ouais, sauf qu'un film, le but de l'idée, c'est qu'il va durer 2 heures à 3 heures, que c'est une histoire où on va vous diriger dedans. Sauf que un jeu, c'est aussi un vécu, c'est aussi une durée de vie, c'est aussi quelque chose que l'on a la possibilité de considérer comme unique, comme particulièrement vidéoludique. Et ce jeu-ci n'est pas réellement unique. Il est réellement bien réalisé. Rien que pour ça, vous pourriez avoir envie de l'essayer. Mais à 60€ pour 6 heures de gameplay, ce sera très dur. Il n'y a pas de multiplayer, c'est un jeu solo. Et c'est un jeu solo qui, en fait, a la terrible malédiction d'être simultanément très très court et d'avoir l'air d'être super méga étiré. En quelque sorte, c'est pas terrible, mais au moins c'est court, sachez-le, avant de l'acheter.